Alors, pour cette table ronde sur les projets CLIPSA et Maeva, vous allez découvrir les premiers résultats de ces deux projets qui allient sciences du climat et sciences humaines et sociales, et qui sont des programmes de recherche visant à mieux connaître le climat futur et à améliorer notre compréhension des impacts du changement climatique en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres pays du Pacifique, et à développer des stratégies d'adaptation locale. Donc pour cette table ronde, j'aurai Christophe Minquès, que je ne présente plus, Alexandre Pelletier, météorologue et responsable de la division climatologie au service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie et de Météo France, NC et Wallis et Futuna, et Sophie Cravatte, océanographe et physicienne à l'IRD. Avant de lancer la présentation du projet CLIPSA, Christophe va nous expliquer pourquoi il est nécessaire d'affiner les données et projections climatiques mondiales et régionales à des résolutions plus fines, c'est-à-dire à l'échelle des territoires. Christophe, comme tu le sais, tu as 2 minutes 30, pas une de plus. Merci. Ouais. Je me rappelle la discussion, j'ai gagné 30 secondes, mais bon. Donc là, on va vous parler plus spécifiquement des projets qui intéressent la Nouvelle-Calédonie avec leurs résultats. Je ne l'ai pas dit, enfin j'ai dit que le climat du futur, c'était les modèles de climat qui nous le donnaient. Les modèles de climat, on en a environ 60 répartis sur la planète. Ces modèles ont la caractéristique de donner un climat à des mailles très très larges. Je vous ai représenté la Terre qui est maillée dans un modèle de climat. Les modèles de climat nous donnent l'évolution de température, des précipitations, du niveau de la mer dans des mailles de côté d'environ 100 à 200 km. C'est-à-dire que vous avez une seule valeur dans des mailles d'environ 100 à 200 km. Évidemment, ça, c'est complètement inapproprié pour comprendre ce qui se passe sur des îles comme la Nouvelle-Calédonie ou autres, toutes les petites îles du Pacifique. Et donc, voilà, ça c'est... je vous montre en haut, vous avez la carte, donc la carte des zones économiques d'une partie des îles du Pacifique. Et typiquement, vous voyez, j'ai entouré en rouge la zone économique des îles Cook et des autres. Et en bas, ce que vous avez, c'est la carte de l'évolution des températures de l'océan prévues dans les modèles de climat. Donc cette carte, à la même échelle qu'en haut, vous montre que l'augmentation des températures moyennes de l'océan sera d'environ 3 degrés. C'est ce que j'ai dit précédemment dans les slides précédents. Mais alors, vous voyez aussi que dans cette simulation des modèles de climat, vous n'avez aucune terre dans la zone rouge. Donc les modèles de climat ne sont pas capables de vous donner l'évolution au niveau détaillé des zones économiques des îles du Pacifique. Si on regarde au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est le cercle rose, et les modèles de climat vous donnent, vous voyez les points blancs. Les points blancs, ce sont les terres qui sont dans les modèles de climat. Donc c'est l'océan vu par un modèle de climat avec oui, voilà, merci. Voilà. Donc on voit que la Nouvelle-Calédonie, c'est 2 points de terre, et évidemment, on sait bien que c'est beaucoup plus que 2 points de terre, la Nouvelle-Calédonie. Alors ça, c'est typiquement la température de l'océan vue par un modèle de climat à 100 km. Donc vous avez la température, il fait plus chaud au nord, il fait plus froid au sud. Bon, ça, c'est rien de spécial, mais ça cache complètement tous les détails de l'évolution de la température. Si je vous montre la même température de l'océan à des échelles de 2 km, eh bien vous voyez que, évidemment, cette température, vous voyez tout le dégradé des couleurs, vous voyez tout ce détail, la température de l'océan varie à des échelles beaucoup plus fines que les 100 km. Et donc, on est obligé, si on veut produire une information pertinente pour les pouvoirs publics, d'aller à des échelles beaucoup plus fines que les modèles de climat. Et c'est un peu ça le but de nos projets. CLIPSA, Maewa, regardez les conséquences du climat à des échelles fines sur des écosystèmes qui soient terrestres ou marins. Merci Christophe pour cette introduction. Donc Alexandre Pelletier va te rejoindre et vous allez pouvoir démarrer votre présentation à 2 voix du projet CLIPSA. Ah, Christophe, c'est à toi. Non, ne t'en va pas. Vas-y. Mince, j'ai reperdu les 30 secondes. Oui, pardon. Donc le premier projet qui permet de mieux explorer les échelles pertinentes pour la Nouvelle-Calédonie,
Et ses conséquences, c'est le projet CLIPSA. Donc ce projet, il a commencé en 2021-2022 et il se terminera en 2026. Alors on appelle ça un projet de recherche-action parce qu'il y a toute une partie qui est sciences fondamentales. Alors ça, je vais vous le montrer, ça allie le climat, des sciences humaines et sociales, mais il y a le but de ce projet réellement, et c'est ce pourquoi il a été financé en partenariat avec l'AFD, je pense, c'est qu'on veut fournir là, notre objectif, c'est fournir là des informations climatiques et des informations sur les systèmes agricoles qui sont pertinents pour pouvoir construire des politiques publiques face au changement climatique. Donc c'est un projet qui combine les sciences du climat, les sciences humaines et sociales, ce qui concerne les secteurs de l'agriculture et des plans d'adaptation. Et ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, il avait 4 objectifs. Le premier objectif, j'en ai parlé, c'est un peu tronqué, j'ai l'impression, c'est donc disposer de simulations du climat à des échelles pertinentes. Les échelles pertinentes pour nous, c'est des échelles de l'ordre de 20 km² pour tout le Pacifique. On a besoin d'abord comprendre tout le Pacifique avant de comprendre la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite descendre à des échelles plus fines au niveau des territoires concernés par CLIPSA, à des échelles de 2,5 km. Les territoires concernés par CLIPSA, c'est la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et le Vanuatu, et Wallis et Futuna. Donc ce sont des échelles régionales. CLIPSA ne se limite pas à la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième objectif, c'était caractériser les enjeux et les vulnérabilités. Donc Swazik a parlé des enjeux et des vulnérabilités. J'essaie toujours de me rappeler exactement quelles sont les différences entre tous ces termes. Mais bon, bref, c'est évidemment crucial de comprendre les enjeux et les vulnérabilités des territoires face au changement climatique. Donc c'était une plaisanterie, pardon. Et donc ça, c'est tout le volet de nos collègues des SHS qui travaillent avec nous, ils nous le rappellent constamment qu'ils sont en contact de l'humain, alors que nous, on est en contact, dans les sciences du climat, de l'inhumain. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ce qui va nous arriver, à nous en tant qu'êtres humains, mais pas que, également pour le règne animal. Bon, ça, c'est autre chose. Donc on veut pour ça, au final caractériser quels sont les risques d'impact et les potentiels de certains secteurs. Et ici, on s'est focalisé sur le secteur agriculture et eau, à la suite de nombreux ateliers de concertation qui nous ont pris quand même presque 1 an, avec les pouvoirs publics et les collectivités. On a déterminé que un des secteurs prioritaires, c'était l'agriculture et l'eau. Évidemment, il y a tout un tas d'autres secteurs, donc on a encore de vastes de recherches devant nous pour le futur. Et je vous l'ai dit, tout ça pour produire des informations pertinentes pour les collectivités, les populations, les pouvoirs publics. Donc c'est vraiment ça. On a déplacé le curseur de la recherche fondamentale vers l'action, vers la politique publique. Je ne sais pas si je vais parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Je ne pense pas que je parle de ça. Voilà. Et maintenant, quelques résultats. Merci Christophe. Donc, moi, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus. Donc, Alexandre Pelletier, je suis au service de la météo et à Météo France, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Donc là, vous voyez sur ce graphique des premiers résultats. Donc, les premiers résultats, alors déjà à gauche, vous avez la courbe jaune. Ça, c'est le résultat des observations sur les stations de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a à peu près 14 stations de référence en Nouvelle-Calédonie, des observations qui sont menées par des bénévoles notamment. Et ce qu'on voit, c'est un réchauffement, une augmentation de la température. Oui, j'ai un laser, mais je n'aime pas trop ça. Mais voilà. Vous avez une augmentation de la température ici. Donc ça, ce sont des données observées. Et ensuite, ce qu'on a fait donc, dans le cadre du projet CLIPSA, donc sur le supercalculateur qui s'appelle Belenos, qui est à Météo France à Toulouse, on a un chercheur qui travaille sur ce supercalculateur et qui a lancé des simulations à 20 km. Donc l'évolution de la température en Nouvelle-Calédonie, roulement de tambour, du suspense, non pas vraiment, puisqu'on voit que, comme on s'y attendait,
avec le modèle Aladdin à 20 km de résolution, on a une augmentation de la température qui se poursuit au cours du 21e siècle. Voilà. On dispose également, donc ça c'est aussi une contribution de Météo France, de 13 autres simulations, des simulations de nos collègues australiens et néo-zélandais que l'on a collectées. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Pas non plus de suspense. Donc, ce sont 13 autres simulations qui sont réalisées par des chercheurs aussi indépendants. Et ce qu'on voit aussi là, donc chaque trait ici à droite du graphique, c'est une simulation différente. Donc, on voit qu'elles convergent toutes, plus ou moins, en termes de tendance, vers un réchauffement du climat calédonien. Donc, oui. Ah, voilà. Merci, bravo. Donc je disais, oui, voilà, une augmentation de la température et on voit à peu près une incertitude ici en termes du devenir de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est plutôt 25,5 degrés moyenne à horizon 2100 ou plutôt 27 degrés? Donc voilà, on a une diversité, une incertitude qui est mise en lumière par ces différentes simulations. La simulation du projet CLIPSA sur le supercalculateur de Météo France et puis les différentes simulations sur les supercalculateurs australiens et néo-zélandais. Donc on s'attend à ce que, voilà, suivant le scénario retenu, on ait une température moyenne de 26,2 degrés à la fin de ce siècle. Oui. Ah, pardon. Ah, merci. Ah oui, c'est bien aussi. Vous m'entendez toujours bien. Donc voilà, donc repris ici, c'est l'évolution donc à 20 km de ces différentes simulations donc qui concernent donc, des modèles avec une maille, comme le disait Christophe, de 20 km. Alors nous, ce qu'on veut aussi dans CLIPSA, c'est regarder plus finement ce qui se passe à l'échelle des îles. Donc là, c'est une simulation, toujours sur le supercalculateur de Météo France, une simulation Arome à 2,5 km. Et donc là, à différents horizons, donc cette simulation, elle tourne encore. On est à peu près en 2070. Elle devrait se terminer d'ici quelques semaines. On devrait avoir des simulations jusqu'en 2100. Mais là, je peux vous montrer en avant-première ce que ça donne. Donc on a une augmentation aussi de la température. Donc là, on voit plus finement la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, ici, c'est le climat présent. Voilà, ici. Là, le climat à horizon 2040. Voilà. Et le climat à horizon, donc à la fin de notre expérience en cours, là, à 2063. Donc on voit qu'on a une augmentation de la température avec l'échelle de couleur. Et on voit notamment, donc ça c'est aussi un des apports de CLIPSA, c'est qu'on a un réchauffement qui est beaucoup plus marqué sur la côte ouest par rapport à la côte est et aux îles Loyauté. Donc, quand on s'intéresse à l'évolution des températures, ce qui vient aussi à l'esprit, c'est les vagues de chaleur. Donc, des vagues de chaleur. Ici, donc, je vous ai extrait. Donc, ça, c'est un travail aussi qu'on mène dans le cadre de CLIPSA et puis, on va dire aussi chaque jour à Météo France en collaboration avec la DAS, c'est de définir les effets sanitaires des épisodes de forte chaleur. Donc on a recensé à peu près 22 épisodes dans la littérature, dans la presse, entre 1980 et 2024. Et on a vu que ces épisodes de forte chaleur, même s'ils ne produisent pas, on va dire, de données sanitaires, non pas d'impact sanitaire significatif, ce qu'on voit, c'est que l'occurrence, l'apparition de ces vagues de chaleur et leur retentissement médiatique, elle est corrélée, elle est en lien avec la température qu'il fait. Généralement, c'est sur 3 jours et une moyenne, donc aussi bien les températures la nuit que la journée. Alors c'est important, ces températures la nuit aussi, parce que ça permet le repos du corps, et donc plus il fait chaud la nuit, moins le corps a de capacité à se réchauffer, donc plus ça aggrave en fait l'inconfort thermique. Donc si on prend l'exemple de ce seuil de 29 degrés à Nouméa, température moyenne sur 3 jours, voilà ce que ça donne. Donc à gauche, vous allez voir des bulles. Ces bulles, elles illustrent... Ici, par exemple, on voit une petite bulle. Donc ça, c'est la bulle ici. Donc en 1970, c'est pour dire qu'il y a un épisode de forte chaleur. Okay. Vous allez voir la taille des bulles. Elle représente le nombre annuel de vagues de forte chaleur. Et le diamètre représente la durée. Et puis, en ordonnée, vous avez l'intensité maximale
des vagues de chaleur, et vous allez voir un peu comment ça va évoluer au cours de la période d'observation. Donc ça, c'est à Nouméa, et avec les simulations qu'on a réalisées. Donc on voit qu'on a une augmentation des vagues de chaleur au cours du XXIe siècle pour aboutir à une situation vraiment avec des épisodes de forte chaleur qui sont à durée de plus en plus importante et une intensité maximale qui dépasse les 33 degrés par rapport aux 29 degrés de notre époque actuelle. Donc on voit qu'on va faire face à des épisodes de forte chaleur qui potentiellement pourront avoir un impact sanitaire qu'il faut d'ores et déjà anticiper. On a une augmentation qu'on caractérise comme étant exponentielle, et ce qu'on retrouve aussi sur les autres îles du Pacifique, et c'est un résultat bien connu du GIEC. Donc pour ce qui concerne les températures, j'en ai parlé. Les précipitations, je vais aller très vite, et on en parlera cet après-midi dans la table ronde sur l'agriculture. Ce qu'on voit pour les précipitations, donc ici vous avez le même graphique que tout à l'heure, mais ce qu'on voit c'est que c'est plutôt un plat de spaghettis, il y en a partout. C'est-à-dire que vous avez les cumuls annuels des précipitations, et on voit que cette évolution, on a tantôt des décennies plus sèches, tantôt des décennies plus humides, et finalement il n'y a pas de scénario qui se dégage de cet ensemble de simulations. Alors nous, ce qu'on voit quand on descend à une échelle de 2,5 km, donc ça c'est des résultats préliminaires qui sont en cours toujours d'investigation. Donc on voit qu'on a quand même à horizon 2063 plutôt un assèchement du climat calédonien, et ce qui se rapproche un peu des résultats qui avaient été obtenus en 2019 lors de la thèse à l'IRD de Cyril Dutheil, avec un assèchement plus marqué sur la côte ouest. Donc voilà, c'est des premiers résultats qui tendraient à démontrer qu'on a une variabilité accrue, des scénarios assez incertains, et nos premiers résultats quand même qui montrent, ça reste à confirmer, que quand on descend à une échelle fine de 2,5 km, on a plutôt un assèchement du climat calédonien. Et voilà, je laisse la parole à Christophe pour la suite, qui va tout vous résumer en rattrapant le temps perdu. Voilà, donc c'est bien, j'ai la conclusion, c'est plus facile. Dans le scénario actuel, donc je rappelle, le futur, ça dépend du scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut toujours changer ça. On ne va pas pouvoir reprendre les 2 degrés là, mais on peut toujours changer, en tout cas, le futur lointain. Donc on a une évolution certaine. Donc c'est la manière dont le GIEC s'exprime, c'est la manière dont on s'exprime aussi. On a une certitude sur l'évolution de la température à une augmentation de l'ordre de 3 degrés en 2080, avec un réchauffement supérieur de la côte ouest par rapport à la côte est. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on sait, c'est que les terres vont se réchauffer plus que les océans. Et on confirme un peu les résultats sur la planète aussi, qu'on a une augmentation des vagues de chaleur terrestre de manière et qui va aller, cette augmentation va devenir exponentielle. Pour les pluies, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de 20 km, on a une grande incertitude entre les différents modèles de climat. Donc ça, c'est vrai un peu partout sur la planète, c'est vrai aussi sur notre région. Par contre, quand on descend à 2,5 km, on se dessine un assèchement qui varie dans le temps, mais un assèchement moyen de la Nouvelle-Calédonie avec une côte ouest plus sèche qu'une côte est. Et puis voilà. Ah oui. Et voilà, donc c'était l'intérêt, pour nous, de faire cette descente d'échelle, d'aller des modèles du GIEC au modèle à 2,5 km pour pouvoir avoir ces structures fines au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'est tout. C'est pas mal, merci Christophe. Donc ça, c'est l'équipe CLIPSA. Et maintenant, on va passer au projet sur les canicules marines, le projet Maewa, avec Sophie Cravatte, océanographe et physicienne à l'IRD. Merci. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du projet Maewa, qui est un petit peu dans le même esprit que CLIPSA, mais pour étudier les changements dans l'océan. Donc Maewa pour Marine Heat Waves, vagues de chaleur marine. Ce projet a pour objectif de comprendre les risques que représentent les canicules marines,
donc dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, et aussi comme objectif de co-construire des solutions d'adaptation pour limiter ces risques. Alors par essence, c'est un sujet qui a besoin de multiples expertises, donc on va vraiment avoir besoin de beaucoup de disciplines, et c'est pour ça qu'on a de nombreux instituts de recherche qui sont impliqués dans ce projet, comme vous le voyez à gauche. Et par essence, c'est aussi un projet qui vise à donner des outils, des solutions d'adaptation aux gestionnaires des territoires. Donc c'est aussi un projet pour lequel on a les 3 provinces et le gouvernement qui sont partenaires officiels du projet. Alors c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de recherche dans le cadre de France 2030, qui vient de débuter en fin d'année dernière et qui dure jusqu'à 2028. Alors brièvement, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une canicule marine ? Donc une canicule marine, c'est un épisode où les températures de l'océan sont très anormalement chaudes, donc très au-delà des normales saisonnières, de plusieurs degrés. Et quand elles sont particulièrement longues ou intenses, comme ça a été le cas, là vous voyez un exemple sur la carte du stress thermique accumulé de janvier à mars 2016, eh bien ça peut avoir des impacts vraiment dévastateurs sur les écosystèmes marins. Donc on peut avoir du blanchissement de corail, de la prolifération d'algues toxiques qui conduit à de la mortalité massive de poissons ou de bénitiers. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment important, c'est que tous les modèles du climat actuel montrent qu'il y a une fréquence augmentée de ces phénomènes de canicules marines au cours des dernières décennies, et ils prédisent tous qu'elles seront de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Donc il y a vraiment un besoin urgent de mieux comprendre les aléas, donc les risques, les aléas pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, et la vulnérabilité des écosystèmes marins et des populations, et donc un besoin aussi de construire des solutions pour essayer de limiter ces risques. Donc c'est vraiment l'objectif de ce projet. Alors je vais vous parler un peu de la stratégie. Donc le projet vient de débuter, donc qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? Donc on s'organise en plusieurs ateliers, groupes de travail. Donc dans le premier, c'est vraiment des océanographes physiciens et des climatologues qui vont essayer de mieux comprendre l'exposition des territoires au stress thermique. Donc on va essayer de décortiquer à l'aide de données satellites et de simulations de modèles numériques de l'océan les événements passés, donc comme la canicule de février 2016, pourquoi elle s'est générée, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le lien avec El Niño, La Niña, etc. Et bien sûr, après, avec la descente d'échelle dont vient de parler Christophe, qui est absolument nécessaire pour comprendre ce qui va se passer, on va essayer de mieux comprendre en fait le risque thermique, le risque d'exposition aux canicules marines dans un climat futur. Alors, dans un deuxième groupe de travail, là, ça va être des biologistes marins, donc des experts en écologie et en physiologie, qui vont essayer de mieux estimer la vulnérabilité écologique des écosystèmes marins. Donc, plus particulièrement, ils vont s'intéresser à estimer la vulnérabilité des coraux, des récifs coralliens, également le risque de prolifération d'algues toxiques et d'empoisonnement à la ciguatera, donc la gratte avec des eaux plus chaudes, et également la vulnérabilité des espèces exploitées, que ce soit en aquaculture ou pour les petites pêcheries. Alors ils vont faire ça à la fois par des expériences en laboratoire avec des aquariums où ils vont appliquer des stress thermiques et voir ce qui se passe, et puis par des observations et des prélèvements sur le terrain. Et dans un dernier groupe de travail, donc là ça va être des anthropologues, des économistes et des géographes qui vont essayer de mieux estimer la vulnérabilité socio-économique des sociétés insulaires. Donc ils vont faire ça par le biais d'enquêtes de terrain et d'entretien. Donc fort de toutes ces connaissances, donc le but ça va être vraiment de construire donc, des solutions pour limiter les risques, donc de construire des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires des milieux marins et de la santé, dont je vais vous parler un peu après, et également de tester des solutions pour essayer de limiter ces risques. Et tout ça, on le fera vraiment en collaboration étroite avec les gestionnaires et la société civile. Alors, premier résultat, il vient de débuter, donc on n'a pas encore beaucoup de résultats, mais je vais vous montrer quelques résultats et des actions qu'on a commencé à faire. Donc, il y a une étudiante en thèse qui a étudié toutes les canicules passées dans le Pacifique Sud au cours des 40 dernières années. Et ce que vous voyez sur la carte de gauche, c'est en moyenne, autour de ces 40 dernières années, l'intensité moyenne atteinte par ces canicules en degrés. Et à droite, c'est pendant la saison chaude, cette intensité autour de la Nouvelle-Calédonie. Alors là, il y a deux messages importants qu'on peut retenir. Le premier, c'est que tous les pays du Pacifique ne sont pas exposés de la même façon. Et la Nouvelle-Calédonie a tendance à subir des canicules qui sont plus intenses.
Et vous voyez sur la carte de droite que vraiment, il y a des grandes différences géographiques entre le Grand Lagon Sud-Ouest, les récifs d'Entrecasteaux, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de comprendre. Et donc avec des outils de simulation, des simulations numériques du futur qui seront à fine échelle, on va essayer de mieux comprendre en fait comment le territoire de la Nouvelle-Calédonie va être exposé dans un climat futur. Donc va-t-il y avoir des zones qui seront plus impactées et des zones qui sont refuges? Donc pour ça, on va s'appuyer sur un gros projet régional qui est financé par la Nouvelle-Zélande, par le biais de la CPS, parce que c'est vraiment un gros effort de produire ces simulations de l'océan à fine échelle. Alors des premières actions dans le lagon sud, donc ça a été fait étroitement avec l'IFREMER. Donc il y a des sorties mensuelles qui sont faites dans le lagon. Ce que vous voyez à gauche, c'est le lagon sud-ouest, donc entre Nouméa à droite et la passe de Dumbéa, en passant par l'Ilomètre. Donc tous les mois, il y a des sorties en bateau qui sont faites pour mesurer donc les températures de la côte jusqu'à la passe et de la surface jusqu'au fond. Et avec la température, on mesure aussi l'oxygène, le pH, la diversité des microalgues et des toxines dans l'eau, et on fait des prélèvements de poissons bénitiers. Et pendant une canicule, comme il y a eu là en avril, nous sommes sortis tous les jours pour voir les impacts de cette canicule sur le milieu marin. Alors il y a des actions aussi qui ont été faites à l'IFU. L'IFU, c'est un des sites privilégiés du projet Maeva. Donc il y a eu des installations de capteurs de température qui vont être maintenus par les clubs de plongée. Il y a eu des échantillonnages aussi donc, de la diversité des microalgues et des toxines, des prélèvements de bénitiers, de poissons, pour analyser les risques de gratte de ciguatera. Il y a eu également en mars dernier une première mission sur l'Antea de cartographie de la tolérance thermique des coraux, avec des prélèvements et des marquages de coraux. Et puis, en parallèle, donc c'est très important, on a fait un partage d'informations aussi avec les populations, des rencontres avec les populations, les autorités locales et coutumières qui ont en particulier pu visiter l'Antea. Alors, quels outils d'aide à la décision on veut mettre en place à la fin du projet? Donc, le premier outil, c'est des bulletins d'information qu'il y aura toutes les semaines sur l'état des canicules marines et la prévision des canicules marines. Donc ça, c'est fait en collaboration avec Mercator Océan et Météo France. Ce sera sur le site de Météo France. On veut aussi produire des cartes de vulnérabilité à long terme, donc à l'échelle de 2060 par exemple. Voilà, quel va être le risque de canicule marine, quelles seront les zones les plus impactées, et du coup, quelles sont aussi les zones les plus vulnérables en termes d'écosystèmes marins et de dépendance des populations. Donc on mettra aussi des indicateurs bioculturels de vulnérabilité. Et le dernier outil, c'est un outil qui s'appelle SiguaWatch, qui existe déjà en Polynésie française et qui va être déployé ici pour faire une cartographie en temps réel des cas de ciguatera de gratte. Et donc tout ça, on ne le fait pas dans notre coin, nous scientifiques, on le fait avec les gestionnaires et la société civile. Donc on a déjà organisé un premier atelier fin mars d'intelligence collective pour réfléchir aux actions à mettre en place en cas de canicule. Alors, je n'ai pas du tout le temps qui s'affiche, mais... Donc, la dernière chose, donc, les outils, c'est on va tester des solutions. Alors, j'ai mis solutions entre guillemets parce qu'il ne faut pas rêver. Il n'y aura jamais de solution pérenne vraiment pour empêcher l'impact de ces canicules marines, mais on peut essayer de limiter cet impact. Donc, la première chose qui va être testée, c'est des solutions scientifiques pour améliorer les chances de succès de restauration corallienne. Donc ça sera fait aussi en partenariat étroit avec la ferme pédagogique de l'IFU, qui doit être bientôt construite à EASO. Et il y a deux autres solutions techniques qui vont être testées donc pour essayer d'accroître la robustesse des espèces aquacoles pour qu'elles résistent mieux au stress et tester de l'herbivorie et de l'aquaculture restaurative. Ça va être fait par l'IFREMER en Polynésie et ça pourra être appliqué en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Il y a un site web sur le projet, maeva.fr, sur lequel on met pas mal d'actualités. Donc vous pouvez suivre les avancées du projet et les résultats. Merci. Merci Sophie. Et oui, Christophe, c'est encore à toi. Mais c'est promis, après, nous te laissons tranquille. Après, j'ai un an pour me reposer. Jusqu'à l'année prochaine.
Alors, si tu veux bien conclure sur ces deux... Oui, alors en fait, je ne vais pas conclure directement. Je voulais dire que ça s'inscrit dans un ensemble de projets qui parlent du changement climatique. Hein. Ça va bien au-delà. Vous avez vu, c'est très transdisciplinaire. Donc, l'étude de ces impacts va bien au-delà des projets qu'on a présentés. On a des projets en cours sur l'impact du changement climatique et sur la leptospirose dans les îles du Pacifique avec l'ACPS et Pasteur. Je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas avoir le temps, mais en gros, on est en train de comprendre ce que le changement climatique va induire comme sur l'incidence de la leptospirose, qui est un problème de santé publique, vous le savez, de plus en plus prégnant, puisqu'en 2025, il y a une grosse épidémie, avec une mortalité qui est plutôt importante. Je peux vous dire que les modèles qu'on a prévoient une augmentation de la leptospirose sur toutes les îles du Pacifique. Voilà. On a également des projets qui travaillent sur la dengue en Nouvelle-Calédonie. C'est intéressant, j'en parlais avec la dame qui est en face de moi. C'est intéressant la dengue parce qu'en fait, jusqu'à présent, on avait prévu que l'incidence d'épidémie de dengue augmenterait avec le changement du climat, notamment à cause de l'augmentation des températures. Actuellement, jusqu'à, on va dire, 2020, on avait une épidémie tous les 5 ans à peu près. La période épidémique était de 4 mois. Et puis, on avait fait des simulations avec le changement du climat, et donc la période épidémique augmentait jusqu'à 6 mois pour l'incidence de dengue, avec une incidence qui pouvait aller jusqu'à tous les ans. Donc tous les ans devenaient potentiellement épidémiques. Voilà, mais bien sûr, vous savez qu'il y a eu le World Mosquito Programme, qui a introduit la bactérie Wolbachia et qui a permis en fait de réduire à néant les épidémies de dengue en Nouvelle-Calédonie. Et donc vous avez ici les courbes noires vous présentent les épidémies jusqu'en les 3 dernières années épidémiques, 2018-2019. Et la courbe rouge vous indique la couverture en bactéries Wolbachia dans les moustiques. Et vous voyez que la couverture Wolbachia augmentant, les épidémies de dengue ont complètement disparu de Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est un exemple en fait de mesures d'adaptation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit en termes climatiques le risque climatique. Et évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, et c'est aussi un espoir, c'est qu'on est capable d'avoir des différentes mesures d'adaptation. Donc on n'est pas obligé de subir sans rien faire ce risque climatique. Et je reviens là-dessus, le climat est en marche et il ne va pas diminuer. Donc il va falloir s'y adapter. Voilà, très bonne conclusion. Merci de nous donner un petit peu d'espoir.